Elle pensait que je resterais pour toujours. J'ai donc profité qu'elle se la coule douce à la plage, à siroter des cocktails et à m'envoyer des selfies, pour ramasser mes affaires. J'ai appelé des déménageurs et je me suis tiré. Quand elle est rentrée, elle est tombée sur des tiroirs vides et mes clés sur la table. Je ne lui ai pas laissé le moindre petit mot. Elle m'a envoyé un selfie depuis la plage à 2h34 de l'après-midi un jeudi. Lunettes de soleil, un verre à la main, l'océan derrière elle, un grand sourire. La légende disait « J'aimerais que tu sois là, chérie ». J'ai fixé cette photo pendant longtemps. Pas parce qu'elle me manquait, pas parce que je souhaitais être là. Je l'ai fixée parce que j'étais assis dans notre cuisine à Murfreesboro, Tennessee, avec une tasse de café qui avait refroidi, regardant une pile de factures de services publics qu'elle disait avoir déjà payées, un relevé de carte de crédit avec des débits que je ne reconnaissais pas. Et un message vocal d'un numéro que je ne connaissais pas qu'elle avait accidentellement laissé ouvert sur son téléphone la nuit avant son départ pour ce voyage. J'ai fixé ce selfie parce que j'ai réalisé à ce moment-là que la femme qui me souriait depuis cet écran avait fait une grave erreur de calcul. Elle pensait que j'attendrais. Elle n'avait aucune idée que j'avais déjà appelé les déménageurs. Je m'appelle Griffin Callaway. J'ai 41 ans. J'entraîne l'équipe de football américain du lycée Rutherford County à Murfreesboro, Tennessee. Je ne suis pas riche. Je n'ai pas de relation. Je ne conduis pas une voiture de luxe et ne porte pas de vêtements chers. Je me lève à 5h30 du matin. Je bois du café noir et je vais travailler. Je rentre à la maison. Je prépare le dîner la plupart des soirs. J'aide pour tout ce qui a besoin d'aide. Et je vais me coucher pour pouvoir recommencer. C'est ma vie. Ça a toujours été ma vie. Et pendant 9 ans, j'ai pensé que c'était suffisant. J'ai pensé que j'étais suffisant. Je me trompais à ce sujet. Et avoir tort à ce sujet a failli tout me coûter. Mais ce qui s'est passé ensuite? Ce que j'ai fait pendant que Sloan était quelque part sur une plage de Floride à m'envoyer des selfies, c'est ce que je veux vraiment vous raconter parce que parfois, la chose la plus puissante qu'une personne puisse faire est la plus silencieuse. Avant de continuer, abonnez-vous si vous aimez les histoires comme celle-ci. Et dans les commentaires, dites-moi d'où vous regardez. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la fin. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé. J'ai rencontré Sloan Hartley lors d'un barbecue chez des amis communs à l'été 2015. Elle avait 28 ans, travaillait comme coordinatrice marketing pour une entreprise hôtelière de Nashville. Et elle avait cette énergie, électrique, sans effort, comme si elle se tenait toujours dans une lumière légèrement meilleure que tout le monde dans la pièce. J'avais 32 ans, fraîchement promu entraîneur principal de l'équipe universitaire, le visage rougi par le soleil, portant un t-shirt des Titans que j'avais probablement depuis l'université, et j'ai renversé de la sauce barbecue sur ma chaussure dans les 10 premières minutes de mon arrivée. Elle s'est moquée de moi, pas d'un rire méchant, un rire sincère, et j'ai été conquis à partir de ce moment. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant que je la demande en mariage. Je l'ai fait comme je fais tout. Simplement, sans grande production. Nous étions à Radnor Lake lors d'une promenade du dimanche matin, assez tôt pour que le sentier soit presque vide, et j'avais la bague dans la poche de ma veste depuis une semaine avant de finalement m'arrêter sur un pont en bois au-dessus de l'eau et de lui demander. Elle a dit oui sans hésiter. Je pense encore à ça. La façon dont elle a dit oui, comme s'il n'y avait pas d'autre réponse possible. Nous nous sommes mariés en octobre 2017. Petite cérémonie dans le jardin d'une propriété d'un ami de la famille près de Smyrna. La mère de Sloan a pleuré. Mon père m'a serré la main et m'a dit que j'avais bien fait. Nous avons passé notre lune de miel à Asheville, passé 4 jours dans les montagnes. Tout semblait solide, réel, comme si nous avions construit quelque chose qui avait du sens. Les premières années de notre mariage ont été vraiment bonnes. Je veux être honnête à ce sujet parce qu'il est facile de regarder en arrière une relation ratée et de réécrire le tout comme un désastre depuis le début. Ce n'était pas le cas. Il y a eu de vraies années de vrai bonheur. Les samedis matins au marché des fermiers sur la place. Elle faisait ses playlists pour les longs trajets en voiture et nous allions nulle part en particulier. Nous partagions une passion pour les films d'horreur terribles. Le pire était le mieux. Les vendredis soirs avec du pop-corn et quelque chose avec un 0 sur Rotten Tomato. Elle cachait son visage dans un coussin puis regardait en cachette et riait d'elle-même. C'était réel.
Mais quelque chose a commencé à changer vers la 5e ou 6e année. Et le propre d'un changement lent, c'est qu'on ne le remarque presque pas jusqu'à ce qu'on se retrouve dans un endroit complètement différent de celui où on a commencé. Sloan a obtenu un nouveau poste, directrice de marque senior dans une agence appelée Momentum Creative à Nashville. C'était une promotion, et elle la méritait. Elle était brillante dans son travail. Mais le poste est venu avec des horaires plus longs, plus de voyages, un cercle social différent, des dîners d'affaires, des événements de l'industrie. Elle a commencé à rentrer plus tard. Elle a commencé à avoir besoin des week-ends pour décompresser seule ou avec des amis du travail que je n'avais jamais rencontrés dans des endroits où je n'étais jamais allé. Je me suis adapté. C'est ce qu'on fait. J'ai pris le relais à la maison, géré les factures, fait tourner la maison. Je me suis dit que c'était une saison. C'est ce qu'on se dit. Mais la distance a grandi, et elle a grandi dans les deux sens. Elle a cessé de poser des questions sur mes joueurs. Dans les premières années, elle connaissait leur nom, demandait comment s'était passé l'entraînement, venait au match quand elle le pouvait. Puis elle a cessé de venir au match. Puis elle a cessé de demander. Puis elle a commencé à lever les yeux au ciel quand je parlais de quelque chose concernant l'équipe. Une chose subtile, à peine visible, mais je la remarquais à chaque fois. Un soir, je suis rentré tard après un match de play-off que nous avions gagné. La première fois que nous atteignions les demi-finales de l'État en 8 ans. Et j'étais à peine entré qu'elle a fait un commentaire sur le fait qu'elle attendait pour parler de quelque chose d'important. Et que j'étais toujours absorbé par ce travail. Je me souviens être debout dans ma propre cuisine, avec mon polo d'entraîneur, sans même avoir encore enlevé ma veste, et ressentir quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer, un vide. Comme si j'avais gagné une bataille et que je rentrais chez moi pour découvrir que personne ne célébrait. J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là. J'aurais dû m'asseoir et avoir la vraie conversation. Au lieu de ça, j'ai posé mes affaires, je me suis fait un sandwich et je suis allé me coucher. C'est le choix que je regretterai le plus longtemps. Les fissures se sont étendues lentement, comme elles le font. Vous vous réveillez un jour et vous réalisez que le plafond se fissure depuis des mois. Vous n'avez cessé de vous dire que tout allait bien. Sloan a commencé à sortir davantage. Voyage entre filles, happy hours, visite de week-end à sa colocataire d'université Beckett Walsh à Atlanta. J'avais arrêté de remettre la plupart de ces choses en question parce que questionner quoi que ce soit semblait déclencher une dispute et j'étais fatigué. J'entraînais 85 adolescents pour vivre. Je n'avais pas l'énergie pour une guerre à la maison. Avec le recul, mon épuisement était la permission dont elle avait besoin. L'hiver dernier, les choses ont escaladé d'une manière que j'ai ignorée trop longtemps. Le téléphone qui était toujours face contre table maintenant. Le chargeur déplacé du comptoir de la cuisine à la table de chevet de la chambre. Les voyages de week-end dont elle me parlait avec de moins en moins de détails à chaque fois. Je vais rendre visite à Beckett à nouveau. Ou quelques-unes d'entre nous font un truc au spa. Je n'ai pas fouiné. Ce n'est pas qui je suis. Mais j'ai aussi commencé à prêter attention d'une manière que je n'avais pas eue auparavant. Son énergie changeait lorsque certaines notifications arrivaient. Je lui parlais de quelque chose et ses yeux se tournaient vers le téléphone et elle perdait complètement le fil de la conversation et cela ne la gênait même plus. Il y a eu des nuits où elle s'est endormie en envoyant des textos à quelqu'un et quand je jetais un coup d'œil, le téléphone était dans sa main, l'écran déjà éteint comme si elle l'avait fermé dans son sommeil. Le relevé de carte de crédit dont j'ai parlé plus tôt, je ne l'ai vu que parce que je cherchais un reçu dont j'avais besoin pour un remboursement de réparation à domicile. 6 mois de relevé, des frais d'hôtel dans des villes où elle ne m'avait jamais dit être allée, des notes de restaurant à Nashville les soirs où elle avait dit être à la maison, des frais de spa qui ne correspondaient à aucun voyage dont j'étais au courant. Je suis resté avec ces relevés pendant 4 jours avant de dire un mot à qui que ce soit. J'ai appelé mon frère aîné, Tané, un mardi soir depuis le parking de l'école. Tané est une personne directe. Entrepreneur, pragmatique, il n'enjolive pas les choses. Je lui ai dit ce que j'avais trouvé, ce que je soupçonnais. Je lui ai dit que je ne savais pas quoi faire. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, Griffin, qu'est-ce que tu veux faire? J'y ai réfléchi. Je crois que je veux partir, j'ai dit. Et en le disant à voix haute pour la première fois, quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. Alors pars, a dit Tané. Mais fais-le bien. N'explose pas. Ne confronte pas. Ne supplie pas, c'est tout.
Laisse-la découvrir ce qu'elle trouve en rentrant. Cette conversation a changé la direction de tout ce qui a suivi. Le message vocal est arrivé un mercredi soir, 4 jours avant le voyage à la plage. Sloan s'était couché tôt, ce qu'elle faisait beaucoup, et j'ai remarqué que son téléphone était sur la table basse, écran vers le haut, ce qui était inhabituel. Je ne le regardais pas. Je passais à côté pour aller chercher de l'eau, mais je l'ai entendu jouer. Un message vocal sur haut-parleur laissé accidentellement ouvert après qu'elle l'ait écouté plus tôt, et posé le téléphone sans le verrouiller. Je ne me suis pas arrêté de marcher immédiatement. Je vous le dis honnêtement. J'ai fait quelques pas de plus. Puis je me suis tenu dans le couloir et j'ai écouté. Une voix d'homme, confiante, à l'aise, comme quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Parlant du voyage. Parlant de sa joie de pouvoir enfin passer du vrai temps ensemble. Parlant d'une réservation de restaurant qu'il avait faite. Et puis à la fin, disant quelque chose qui m'a frappé si fort que j'ai dû poser ma main sur le mur. Il a dit qu'il était content qu'elle ait dit à son mari que c'était un voyage d'affaires. Je suis resté dans ce couloir pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes. L'eau oubliée. La cuisine à 3 mètres de là est complètement inaccessible. Puis j'ai marché jusqu'à la chambre, j'ai regardé Sloan endormi avec son visage détendu et paisible, ne portant pas une seule once de ce que je portais en ce moment. Et j'ai pris une décision. Je n'allais pas la réveiller. Je n'allais pas la confronter ce soir-là. Je n'allais pas lui donner la chance de broder une histoire, de pleurer, de négocier, de me faire sentir que j'étais le problème. Je suis retourné à la cuisine, j'ai préparé cette tasse de café froid, et j'ai commencé à élaborer un plan. Je veux m'arrêter ici et être honnête avec vous une seconde. Il y a une version de cette histoire où je suis devenu en colère de la manière dont les gens s'attendent à ce que les hommes deviennent en colère dans ces situations. Conflictuel, bruyant, explosif. Cette version de l'histoire aurait donné à Sloan le dessus parce qu'elle était déjà préparée pour ce Griffin-là. Elle gérait mes réactions depuis des années. Elle savait comment me gérer quand j'étais frustré ou blessé. Elle s'était entraînée. Ce pourquoi elle n'avait aucune pratique, c'était la version silencieuse. La version qui ne s'est tout simplement pas présentée à la dispute qu'elle avait déjà écrite dans sa tête. J'aimerais dire que la décision de rester calme était entièrement noble. Honnêtement, une partie de cela était simplement que j'étais si fatigué, épuisé jusqu'à l'os. 9 ans à être le stable, le fiable, celui qui faisait tout tourner. Et je n'avais plus rien pour un autre round de ça. Mais l'autre partie était la voix de Tané dans ma tête qui disait « Fais le bien ». Alors je l'ai fait. Sloan est parti pour la plage un samedi matin. Elle m'a dit que c'était une retraite de travail. Quelques personnes de l'agence, quelque part sur la côte du Golfe. Elle serait de retour jeudi. Elle m'a embrassé sur la joue avant de partir. Ses bagages étaient plus beaux que dans mon souvenir. Ses ongles étaient fraîchement faits. Elle sentait le parfum qu'elle ne portait que pour les occasions spéciales. Je l'ai accompagnée jusqu'à la voiture, j'ai aidé avec son sac, je lui ai dit de bien s'amuser. Elle est partie en voiture. Je suis resté sur le porche de notre maison à Murfreesboro et j'ai regardé ses feux arrière disparaître au coin de la rue. Puis je suis rentré, j'ai fait une nouvelle tasse de café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai appelé 2 personnes. La première était Tané. Elle vient de partir, j'ai dit. Ok, a-t-il dit. Tu es prêt? Oui, j'ai dit. Allons-y. Le deuxième appel était à une entreprise de déménagement. Je les avais déjà contactés le jeudi précédent pour leur demander leur disponibilité. Ils avaient une équipe de libre ce mardi-là. Je les ai réservés. Ensuite, j'ai appelé mon pote Dorian Walsh, aucune relation avec l'ami de Sloan, Beckett. Je veux juste être clair, qui avait une chambre d'amis dans sa maison à Lavergne, à environ 15 minutes de Murfreesboro. Dorian entraîne la ligne offensive dans une école de Smyrna. Nous nous connaissons depuis 11 ans, et il m'avait déjà dit que la chambre était à moi quand j'en aurais besoin. Le calendrier s'accélère, je lui ai dit. Mardi. J'aurais vidé la chambre, a-t-il dit. C'était tout. Pas de drame, pas de longues conversations, juste des gens qui me connaissaient et qui ont décidé d'être là. Dimanche et lundi se sont passés presque normalement. Sloan textotait régulièrement, des mises à jour conçues pour paraître domestiques et ordinaires, s'informant d'une facture, me demandant si j'avais pensé à arroser ses plantes,
me disant que le dîner au complexe était juste passable, maintenant l'illusion. Jouant le rôle de l'épouse depuis l'autre bout de l'État. J'ai répondu, brièvement, mais pas froidement. Je n'allais pas dévoiler mon jeu. Et puis elle a envoyé le selfie. 14h47 le jeudi. Lunettes de soleil, cocktail, océan en arrière-plan. Grand sourire. J'aimerais que tu sois là, chérie. Je l'ai fixé pendant longtemps. Puis j'ai répondu, ça a l'air magnifique. Content que tu passes un bon moment. Et j'ai mis mon téléphone dans ma poche et je suis allé finir de faire mes dernières valises. Voici ce que j'ai pris et ce que j'ai laissé parce que je pense que c'est important. J'ai pris mes vêtements, tous, mon équipement d'entraîneur, mes outils du garage, chaque outil que je m'étais acheté au cours du mariage. Les cannes à pêche de mon grand-père, qui étaient dans notre placard d'entrée depuis 9 ans, et que Sloan n'avait jamais touché une seule fois, mais que j'avais l'intention de sortir sur l'eau depuis 2 étés maintenant. Mon tourne-disque et mes disques, environ 75 albums que j'avais collectionnés depuis l'université, la photo encadrée de mon père et moi à un match des Titans en 2008 qui était sur ma table de chevet depuis avant même que je rencontre Sloan. J'ai pris les 2 véhicules, le camion que je conduisais et le RAV4 qui était techniquement à mon nom, que Sloan conduisait, mais qu'elle était parfaitement capable de remplacer. J'ai pris mon chien, Beau, un labrador chocolat de 4 ans qui aimait 3 choses, les balles de tennis, dormir dans un coin de soleil, et s'asseoir sur mes pieds. Beau avait toujours été à moi. Que ai-je laissé? Tout le reste. Les meubles, dont la plupart avaient été choisis par elle de toute façon. Les ustensiles de cuisine, ses vêtements et ses bijoux et ses affaires personnelles, tout intact, non dérangé. Les plantes pour lesquelles elle avait posé des questions, arrosées exactement comme indiqué. Le réfrigérateur rempli de nourriture, non vidé. J'ai même laissé un jeu de ses clés de voiture sur le comptoir de la cuisine parce que j'avais pris le RAV4. Mais voici ce que je n'ai pas laissé. Je n'ai pas laissé de mots. Je veux être précis à ce sujet car c'est le détail sur lequel les gens s'arrêtent toujours. Pas de lettres, pas d'explications, pas de longues déclarations émotionnelles. Rien qu'elle puisse disséquer et auquel elle puisse répondre et utiliser comme premier coup dans la conversation qu'elle avait prévu d'avoir avec moi à son retour. Juste l'absence, juste des tiroirs vides. Juste ma clé sur le comptoir et le crochet de la laisse de Beau près de la porte. Laisse le silence parler. J'étais chez Dorian quand elle est rentrée le jeudi soir. Je sais qu'elle est rentrée parce que Tané est passé en voiture dans le quartier, pas pour espionner, juste pour s'assurer que tout allait bien avec la propriété, et m'a envoyé un texto. Elle est à la maison. J'ai posé mon téléphone face contre la table de la cuisine de Dorian et j'ai regardé un match de football auquel je ne prêtais pas attention et j'ai pensé à ce que ce moment devait être. Entrer dans une maison silencieuse, cette qualité particulière de silence qui est différente d'une maison où quelqu'un vient de sortir. La façon dont on remarque immédiatement que quelque chose ne va pas, avant même de pouvoir identifier quoi. Marcher à travers les pièces, le placard, la salle de bain, le garage, la prise de conscience progressive. Je ne me sens pas bien en imaginant cela. Je veux être honnête. Il n'y a aucune version de la fin d'un mariage qui ressemble à une victoire, même lorsque vous êtes celui qui a été lésé. 9 ans de la vie d'une personne ne s'éteignent pas comme un interrupteur. J'ai pensé au dimanche matin, à la promenade au lac Radner, au film d'horreur terrible. J'ai pensé à la personne qu'elle était quand elle a dit oui sur ce pont. Et j'ai pleuré pour nous deux. Pour elle, parce qu'elle était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas, et pour moi, parce que j'avais passé trop de temps à prétendre que si. Mais je savais aussi que retourner dans cette maison à ce moment-là aurait été la fin de tout le respect de moi-même qu'il me restait. Alors je me suis assis sur le canapé de Dorian avec Beau sur mes pieds, et j'ai laissé le silence travailler. Elle a appelé 11 fois cette nuit-là. J'ai répondu au 12e appel. Griffin. Sa voix était différente de ce que j'avais entendu depuis longtemps. Toute la gestion prudente avait disparu, juste brute. Où es-tu? Où sont tes affaires? J'ai déménagé, j'ai dit. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Tu as déménagé, a-t-elle répété, d'une voix plate, comme si les mots n'avaient pas de sens. Oui, pendant que j'étais. Elle s'est arrêtée, a recommencé. Tu as fait ça pendant que j'étais en voyage d'affaires? Je sais où tu étais, Sloan. Un autre silence, plus long que le premier. Quand elle a de nouveau parlé,
sa voix avait baissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais où tu étais et je sais avec qui tu étais et je sais que ce n'était pas un voyage d'affaires. Je l'ai entendu changer de respiration. L'expiration contrôlée qui était sa version de la reprise en main. Griffin, je pense que nous devons. Non, j'ai dit. C'est sorti calmement, pas en colère, juste final. Il n'y a pas de conversation qui puisse arranger ça. Il n'y a rien que tu puisses dire ce soir que j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin que tu m'entendes. Je sais. Je sais depuis un moment. Et j'ai pris une décision. C'est fini. Juste comme ça? Sa voix s'est légèrement brisée. 9 ans et tu prends une décision et c'est juste fini? Ça ne s'est pas passé juste comme ça, j'ai dit. Ça s'est passé sur une longue période. J'ai juste arrêté de prétendre que ce n'était pas le cas. Elle a de nouveau prononcé mon nom. J'ai reconnu le ton. C'était celui qui avait fonctionné sur moi auparavant. Celui qui m'adoucissait. Celui qui me faisait sentir que j'étais déraisonnable d'avoir des besoins. Je t'appellerai demain, j'ai dit. Dors un peu. Et j'ai raccroché. Je suis resté assis avec le téléphone à la main un moment. Beau a levé la tête de mes pieds, m'a regardé avec cette expression de chien qui parvient à dire tout va bien, sans un seul son. Ouais, mon pote, j'ai dit. Je pense qu'on va s'en sortir. Les semaines suivantes n'ont pas été faciles. Je veux être complètement honnête avec vous à ce sujet. Sloan a tout essayé. La première vague a été la colère. Comment avais-je pu faire ça sans lui parler, sans lui donner une chance de s'expliquer, sans avoir la conversation comme un adulte? J'ai laissé la plupart de cela me traverser sans m'engager. Je lui avais dit ce que je savais. Je n'étais pas intéressé à débattre si ce que j'avais entendu sur ce message vocal signifiait ce que cela signifiait clairement. La deuxième vague a été le chagrin. Elle a appelé en pleurant plus d'une fois, parlant de notre histoire, de tout ce que nous avions construit ensemble, de comment elle avait fait une terrible erreur et le savait et avait besoin que je sache qu'elle était désolée. Et je la croyais dans le sens où je pense qu'elle était sincèrement désolée. Désolée que cela ait été révélé. Désolée des conséquences. Désolée que les choses se soient compliquées. Je ne dis pas qu'elle ne ressentait rien. Je dis que ce genre de regret, peu importe de quoi il est fait, n'était pas suffisant pour reconstruire dessus. La troisième vague était quelque chose de plus proche de la négociation. Ne pourrions-nous pas essayer une thérapie? Ne pourrions-nous pas prendre du temps séparément et voir? Ne pourrais-je pas au moins considérer si mettre fin à un mariage de 9 ans était la bonne réponse? Celle-là a été la plus difficile parce qu'une partie de moi, la partie qui avait dit oui à tout cela au début, voulait toujours qu'il y ait un moyen de revenir au pont de Radnor Lake. Et à la fille qui a dit oui sans hésiter. Mais j'avais appris quelque chose d'important dans ces semaines depuis que j'avais fait mes bagages et que j'étais parti. Quelque chose que je veux que vous compreniez parce que je pense que c'est important. Vous ne pouvez pas désentendre un message vocal. Vous ne pouvez pas ne pas avoir trouvé un relevé de carte de crédit. Vous ne pouvez pas ne plus savoir que la personne qui partageait votre maison se partageait avec quelqu'un d'autre tout en vous envoyant des textos normaux depuis une plage de Floride. Et plus que cela, plus que n'importe quelle chose spécifique qu'elle avait faite. J'avais réalisé quelque chose sur moi-même qui était plus difficile à accepter. Je disparaissais à l'intérieur de mon propre mariage depuis des années, m'ajustant, m'accommodant, me rapetissant, me disant que c'était juste une saison. Je m'étais rendu de plus en plus petit pour maintenir la paix. Et ce faisant, j'étais devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas pleinement. Partir ne concernait pas seulement ce qu'elle avait fait. Il s'agissait de retrouver qui j'étais avant d'avoir passé 9 ans à m'excuser d'être moi-même. Le côté juridique des choses, je vais le résumer parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante, et ce n'est pas vraiment le sujet de cette histoire. Nous étions mariés depuis 9 ans, sans enfants, une hypothèque partagée sur la maison de Murfreesboro. Le Tennessee est un état de distribution équitable, ce qui signifie que le tribunal essaie de diviser les choses équitablement en fonction de la contribution. Nous avons eu un médiateur au lieu d'une bataille judiciaire complète. Nous étions tous les deux d'accord que c'était préférable à l'alternative. Cela a pris environ 4 mois. C'était difficile de la manière dont tout processus de démantèlement d'une vie partagée est difficile, mais ce n'était pas destructeur. Je n'essayais pas de tout brûler. Je voulais juste partir. La maison a été vendue.
Nous avons partagé les fonds propres. C'était suffisant. J'ai trouvé un logement, une maison de location à Smyrna, plus petite que ce à quoi j'étais habitué. Une construction plus ancienne avec un bon jardin et un porche grillagé que Beau a immédiatement revendiqué comme son domaine personnel. J'ai peint 2 des pièces moi-même lors d'un long week-end en mars avec l'aide de Tané et Dorian, de la musique country sur une enceinte portable et des boîtes de pizza s'accumulant près de la porte. C'était le meilleur week-end que j'avais eu depuis des années. Voici ce qui m'a le plus surpris dans la vie. De l'autre côté de cette décision, j'ai recommencé à dormir. Je ne veux pas dire que je ne dormais pas avant d'une manière dramatique, incapable de fermer les yeux. Je veux dire, j'ai commencé à dormir profondément sans cette tension de fond particulière à laquelle je m'étais si habitué que j'avais cessé de la reconnaître comme de la tension. Le genre de sommeil où vous vous réveillez et votre corps a l'impression d'avoir été reconstitué pendant la nuit plutôt que d'avoir simplement attendu le matin. J'ai recommencé à cuisiner, vraiment cuisiner. Pas seulement faire de la nourriture pour remplir une table, mais essayer des choses. J'ai traversé une phase où je faisais mon propre bouillon, ce que Dorian trouvait ridicule, et que je trouve inexplicablement satisfaisant. Tané est venu dîner 2 fois en avril, et les 2 fois, il a mangé plus que ce à quoi je m'attendais, ce que je choisis de prendre comme un compliment. J'ai consacré du temps à mon équipe d'une manière que je n'avais pas pu le faire depuis un moment. Il y a un linebacker senior nommé Deshaun Greer qui est sur le point d'obtenir une offre de bourse de l'Université d'État du centre du Tennessee. Et j'ai passé du vrai temps ce printemps à l'aider avec l'étude de bandes vidéo et des appels au personnel d'entraîneurs là-bas. Deshaun est un bon gamin avec un avenir bien défini et investir là-dedans m'a semblé significatif d'une manière à laquelle j'avais perdu l'accès pendant un certain temps. Et j'ai commencé à emmener Beau pêcher les samedis matins. Les cannes de mon grand-père. Enfin, dans l'eau, un étang à environ 20 minutes de ma maison de location, assez calme pour que l'on puisse entendre les oiseaux bouger dans la lisière des arbres. Beau s'assoit à la proue du vieux bateau de mon oncle et regarde l'eau avec une intensité qui suggère qu'il a des opinions bien arrêtées sur l'endroit où se trouvent les poissons. Nous n'avons pas attrapé grand-chose. Cela n'a aucune importance. J'ai entendu par des amis communs, parce que les petites villes du Tennessee sont exactement aussi petites que vous le pensez, que Sloan avait déménagé à Nashville. Elle vit maintenant à Germantown, le quartier juste au nord-est du centre-ville avec les rues piétonnes et les cafés et le genre de vie qu'elle a toujours voulu, je pense, et pour laquelle je n'étais probablement jamais le bon partenaire. Je ne dis pas ça avec amertume. C'est juste vrai. Elle voulait quelque chose que je n'étais pas. J'ai aussi entendu par le même réseau de personnes communes que la relation qu'elle entretenait pendant notre mariage avait pris fin. Je ne connais pas les détails et je n'en ai pas besoin. Je vous dirai honnêtement que lorsque j'ai entendu cela pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose. Pas de la satisfaction exactement. Quelque chose de plus comme un calme complexe. La justification de savoir que je n'avais pas imaginé ce que j'avais vu. La tristesse qui vient de savoir qu'une personne a fait un sacrifice important pour quelque chose qui s'est avéré ne pas être ce qu'elle pensait. Je ne lui souhaite aucun mal. C'est la chose la plus vraie que je puisse dire à ce sujet. Mais je sais aussi avec une certitude absolue que la vie que je construis maintenant dans une maison plus petite dans un quartier plus calme avec un chien qui m'est dévoué comme une religion et un travail qui a du sens et un Porsche grillagé que j'ai peint moi-même est une vie meilleure que celle que je vivais. Je veux vous raconter le moment où j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Le moment réel, pas un sentiment général de soulagement mais un éclair de clarté spécifique. C'était un vendredi soir fin septembre, fin de la saison régulière. Nous jouions contre Cookville Road, notre rival de longue date pour le titre de district. Le gymnase était bondé. L'énergie était électrique. Le genre de soirée de football qui vous fait vous souvenir exactement pourquoi vous avez commencé. Les 2 dernières minutes. Nous menions de 4 points, mais ils avaient le ballon. J'ai regardé le long de la ligne de touche mon équipe, Deshaun Greer avec ses mains sur son casque, regardant le terrain avec une concentration qui allait lui valoir une bourse. Mon coordinateur offensif, Philip Yates, dessinant quelque chose dans les airs avec son doigt que seules 3 personnes au monde pouvaient interpréter. Mon botteur de remplacement, un sophomore nommé Marcus Whitfield, à peine 72 kilos, vibrant d'énergie nerveuse au cas où on aurait besoin de lui. Je me tiens sur cette ligne de touche depuis 8 ans. C'est la version la plus vraie de ma vie. C'est ce que je suis. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais le calculer, j'étais là, sans aucun poids qui ne m'appartenait pas. Nous les avons tenus,
avons récupéré le ballon sur une perte de possession avec 40 secondes à jouer, avons fait tourner le chrono, champion de district. Les garçons ont envahi le terrain. Deschônes a soulevé l'entraîneur adjoint du sol, ce qui n'est pas rien car Philippe Yates n'est pas un homme petit. Les parents descendaient des gradins. C'était bruyant et froid et parfait. Je me suis tenu sur la ligne des 50 verges et j'ai laissé tout cela m'envahir. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à mon frère Tané. On a gagné. Sa réponse est revenue en environ 30 secondes. Je sais. Je suivais le score. Fier de toi, mon frère. J'ai remis le téléphone dans ma poche. C'est ça le moment. C'est celui que je garderai. Si vous lisez ceci ou regardez ceci et que vous êtes quelque part au milieu de ce que j'étais au milieu, ce purgatoire particulier où vous savez que quelque chose ne va pas, mais la pensée de bouleverser toute votre vie semble impossible. Je veux vous dire quelque chose directement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que quelqu'un vous tende une preuve indéniable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une conversation qui ne change rien. Vous n'êtes pas obligé de vous rapetisser pour tenir dans une vie qui a été construite pour contenir quelqu'un de plus petit. Je sais que le départ semble énorme. Il est énorme. Mais voici ce que j'ai appris en étant de l'autre côté. La chose que vous avez peur de perdre était déjà partie. Vous décidez simplement si vous continuez à payer le loyer pour un bâtiment vide. La version silencieuse du départ. La version où vous décidez simplement, puis vous agissez. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de l'évitement. C'est la seule réponse qui a préservé la dignité qu'il me restait. Elle n'a jamais pensé que je partirais. C'était son erreur. J'ai fait mes bagages pendant qu'elle était à la plage. J'ai déménagé pendant qu'elle envoyait des selfies. Je me suis éloigné de 9 ans d'une vie qui avait cessé d'être la mienne. Et je me suis dirigé vers quelque chose dans lequel je pouvais réellement respirer. Elle est rentrée chez elle pour trouver des tiroirs vides et des clés sur le comptoir. Pas de mots, parce que j'avais déjà dit tout ce qui devait être dit. Je suis Griffin Callaway, entraîneur de football américain au lycée, Murfreesboro, Tennessee. J'entraîne des jeunes qui méritent quelqu'un de pleinement présent. Et je vis dans une maison avec un Porsche grillagé et un Labrador chocolat qui pense que je suis extraordinaire. Je m'en sors bien. Vous savez ce qui m'a le plus frappé dans l'histoire de Griffin? Ce n'était pas la trahison. C'était les années qu'il a passées à se rendre plus petit juste pour maintenir la paix. C'est la partie dont personne ne parle. Nous nous concentrons toujours sur le moment dramatique, le message vocal, les tiroirs vides. Mais les vrais dommages se sont produits en silence, bien avant tout cela. Et je pense que beaucoup d'entre nous savent exactement ce que l'on ressent. Alors, voici ce que je veux vous demander. Qu'est-ce que vous supportez en silence en ce moment, en vous disant que ce n'est qu'une saison? Mettez-le dans les commentaires.